Et je partage mon écran. Et je commence le slideshow. Est-ce que vous voyez la petite présentation qui dit la gestion de couleurs? Oui, sans problème. Oui, tout est beau. Super, excellent. Merci d'être là avec nous autres ce soir. Ce petit atelier a commencé parce qu'on avait jasé justement sur le groupe Facebook des impressions, etc. Puis j'ai lancé l'idée de savoir si ça intéresserait à du monde à avoir un petit atelier sur comment préparer un fichier pour l'impression. Puis il y avait de l'intérêt. Donc, j'ai commencé à bâtir cette présentation. Puis plus que je faisais, plus j'ai réalisé qu'on ne peut pas vraiment juste parler de comment préparer un fichier pour impression sans parler des autres aspects de gestion de couleurs, l'étalonnage d'écran, etc. Tout ce qui est gestion de couleurs parce que tout ça a une influence sur le rendu d'un fichier qu'on va imprimer. Fait que j'ai tout mis. Je sais que nous sommes tous à des niveaux de connaissances différents dans le club photo. Il va y avoir certainement des choses dans ma présentation qui sont trop techniques pour certaines personnes. Il va y avoir plein de choses qui vont être trop faciles, on le connaît déjà. Mais mon espoir, c'est que tout le monde va pouvoir en retirer au moins un petit quelque chose que vous ne connaissez pas avant. Donc, quand on parle de la gestion de couleurs, on parle d'assurer une fidélité de couleurs entre tout le long de notre workflow. Ça veut dire, je veux que mes couleurs soient véritables entre ce que je vois avec mes yeux, ce que je capture avec mon appareil photo, ce que je vois sur mon écran, puis finalement, mes images imprimées. Le contenu de la présentation, ça va se faire en 2 soirées. Le prochain sera dans 2 semaines. Ce soir, on va parler des premières 2 étapes et la prochaine soirée, on va faire les 3 dernières étapes. Puis, si vous avez des petits feedbacks, c'est correct, vous pouvez le faire, mais il y aura comme une période de questions après chaque étape. Donc, on va commencer avec la balance des blancs et ce soir aussi, on va parler de l'étalonnage d'écran et étalonnage d'imprimante. Puis l'autre atelier dans 2 semaines, ça va être un peu plus long. On va parler des espaces de couleurs, comment préparer une image pour impression et on va voir un petit peu sur les produits imprimés. Donc, comme j'ai dit, ce soir, on va parler de la balance des blancs et l'étalonnage d'écran et imprimante. Tout commence avec la balance des blancs. Vous savez c'est quoi, même si vous ne savez pas c'est quoi. Vous savez certainement que certaines couleurs, ils vont être trop bleus quand vous prenez la photo, ils vont être trop orange. On parle de la température de couleur. Cette photo, c'est ma belle-mère. La photo à gauche, c'est une photo que j'ai vraiment prise avec mon appareil photo. Ça doit faire 3-4 années, 3 or 4 years ago, que je ne connaissais pas à ce moment-là la balance des blancs. Ça me semblait tout était correct, mais j'ai imprimé la photo et j'ai dit, ah, voyons, je savais qu'elle était devant une porte blanche, puis je me demandais pourquoi c'est bleu. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. La balance des blancs, quand on parle de balance des blancs, on parle de la température de lumière sur un sujet correctement exposé. Une balance des blancs bien ajustée m'assure que mon appareil photo capte les mêmes couleurs que je vois avec mes yeux. C'est comme je parlais de la photo, je voyais avec mes yeux que la porte devant laquelle ma belle-mère était blanche, mais ce n'est pas ça que mon appareil photo a capté. Puis la balance des blancs, vous le savez sûrement que ça peut se faire soit en caméra avec les paramètres avant qu'on prenne une photo ou soit en post-traitement ou les deux.
on peut faire paramétrer un balance des blancs en caméra, puis on peut le vérifier par après en post-traitement. Je vais parler qu'il y a 3 façons de paramétrer une balance des blancs dans l'appareil photo avant la prise de vue. C'est le moment idéal pour le faire. Je vais parler de la carte grise. C'est ce que je recommande. C'est idéal quand on fait un portrait ou une photo d'objet. Il y a aussi des paramètres prédéfinis dans votre appareil photo. Vous le savez déjà, on peut le laisser soit sur automatique ou soit on peut choisir entre les options qui sont déjà paramétrées dans notre appareil photo. Puis, on peut le faire. Il y a certains appareils photo qu'on peut paramétrer une échelle Kelvin. C'est la mesure de la couleur du lumière. J'ai dit non recommandé, mais ça se peut bien que dire non recommandé pour des débutants aussi, parce qu'il faut savoir quelle couleur. C'est juste pour moi, c'est juste un guessing game. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un utiliserait cette méthode quand il y a d'autres méthodes qui soient plus faciles ou soit plus précis. Je dois dire que le balance des blancs automatique, ça peut avoir sa place, mettons que si on est dans un événement puis ça change tout le temps dans une partie de l'édifice, on est dans un certain type de lumière fluorescent puis dans une autre partie de l'édifice où on doit traverser partout, la lumière change. Je ne pense pas que sur le fly, je ferai une mesure avec la carte grise à chaque fois. Dans ce moment-là, automatique pourrait faire le job, mais par exemple, l'appareil, on sait qu'elle fait juste deviner, elle fait de son mieux pour deviner, pour mettre la balance des blancs automatique, mais ça, comme tout qui est automatique sur nos appareils photo, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Donc ici sont 3 exemples qu'on pourrait utiliser dans la méthode de la carte grise. Ici, à gauche, j'ai vraiment juste cherché sur Amazon, sont un 2-pack de carton 8 par 10, une côté grise, l'autre côté blanche. C'est ça que j'utilise. Il y a aussi une carte grise, c'est comme un peu en tissu, c'est comme un reflector si vous avez, c'est comme pliable en tissu. Même chose, il y a une côté qui est gris, l'autre côté qui est blanche. Et la troisième, c'est le Expo Disc. C'est vraiment juste une petite, quasiment comme un filtre qu'on met sur notre objectif. Ça marche pour de la même façon. Tu prends une photo avec ton sujet bien exposé, puis au lieu de prendre une photo d'une carte blanche ou grise, ça prend une photo de la petite chose blanche sur l'appareil photo, puis ça marche. Mais une carte grise, on peut l'utiliser pour setter une exposition et pour paramétrer la balance des blancs, mais le Expo Disc, c'est vraiment juste pour la balance des blancs. Je vais vous parler de entre guillemets, la méthode de la carte grise. C'est ça que j'utilise. C'est le plus précis. Puis ça peut aider pour setter l'exposition et pour faire une balance des blancs paramétrés dans l'appareil photo. Donc, je set mes lumières ou je suis dehors, peu importe. Je demande à mon sujet de tenir la carte grise devant son visage. On assume qu'on prend son visage en photo. Puis je fais attention si je suis en studio de ne pas bloquer la lumière, de ne pas me mettre entre mon flash puis la carte grise. Puis je m'approche ou je zoome pour que la carte grise occupe tout le cadre. Là, je prends une photo de la carte grise, puis je vérifie l'exposition avec l'histogramme dans mon appareil photo. Ça veut dire, je regarde la photo dans mon appareil que j'ai pris sur le petit écran en arrière. Je regarde l'histogramme. Quand
quand il y a un pic dans le plein milieu de l'histogramme, ça veut dire que mon exposition est correcte. Si le pic est à gauche, ça veut dire que c'est sous-exposé. Si le petit pic est à droite, ça veut dire que c'est surexposé. Puis je fais mon ajustement en fonction de ça. Une fois que mon pic est dans le milieu, ça veut dire que mon image est bien exposée. Là, je vais faire la balance des blancs personnalisés dans mon appareil. L'exposition, ça a un petit effet sur la balance des blancs. Donc, c'est important d'avoir la bonne exposition avant de paramétrer la balance des blancs personnalisés. Là, je prends une photo de la carte grise correctement exposée que je vais conserver pour vérifier ma balance des blancs en post-traitement. Est-ce que vous me suivez? Je pense que vous êtes tous pas mal familiers avec comment paramétrer une balance des blancs dans votre appareil photo. J'ai une question, Paul. Oui. Bon, j'avais ça il y a longtemps, un peu ce que tu dis là, le petite affaire qui se ferme, qu'on peut... Bon, faut prendre... Quand on le met dans notre appareil, on couvre l'ensemble de notre objectif avec ça, bien là, la mise au point ne se faisait pas. Fait que j'ai dû faire un petit point pour que l'appareil puisse voir la mise au point, parce que sinon, il était en mise au point automatique, mettons que au début, là. Mais de toute façon, c'est dans ma sacoche tout le temps, mais je m'en sers pas. Ça fait que ça veut dire que peut-être que je pourrais commencer à en servir, je traitais à part. Donc, c'est ça, y a-t-il un truc particulier? Parce qu'il faut que ça couvre l'ensemble. Quand je regarde avec mon appareil photo, il faut que toute la carte, c'est ça que tu as dit, il faut que toute la carte couvre l'ensemble de mon... Oui, je vais vous montrer quelque chose dans la prochaine diapo ici. Ça sera un exemple d'une photo que j'ai prise pour faire ma balance des blancs. Vous voyez, ça ne couvre pas exactement tout l'écran, mais ça couvre une bonne partie de mon cadre pour que dans l'histogramme, je peux voir très bien c'est où le pic. Si vous voyez sur cet histogramme ici, il y a un peu de lumière, un autre pic à droite, ça représente toutes les couleurs blanches qui entourent la carte grise, puis les petites bosses en bas, ça représente les parties en bas de ma carte grise qui sont plus sombres, mais on voit quand même très clairement que l'exposition est bonne parce qu'on voit une pic dans le milieu. Puis, toi, Marie-Claude, tu parlais de l'Expo-Disc, ce genre de choses que tu mets sur ton objectif? J'en ai jamais utilisé, mais de ce que je comprends, premièrement, ce n'est pas nécessaire qu'une photo de la carte grise soit nette. Ça n'a pas d'importance sur la balance des blancs. Comme vous voyez, même la photo à gauche que j'ai prise, ce n'est pas net, c'est flou, mais ce n'est pas important. La balance des blancs se fait quand même. Avec le Expo-Disc, je pense que si tu utilises le mode manuel, il faut juste, quand tu prends ta photo pour cette étape balance des blancs, que tu enlèves le autofocus. Ouais. Mais ça, Ami, c'est pas l'Expo-Disc, c'est le FOTGA, là. Je mets ça à la place où mon sujet est, là. Mettons, si c'est un sujet, comme tu dis, peut-être la personne à la photo pourrait mettre ça en avant d'elle, puis tu photographies ça. C'est pas quelque chose que je mets. C'est un peu là, comme l'équivalent de ton FOTGA. Je comprends. Oui. Vois-tu, ça se fait un petit paquet comme ça, là. Oui. Donc, vraiment, tu demandes à ton sujet de le mettre devant ce que tu vas photographier. Pour moi, l'important, c'est le visage dans un portrait. Fait qu'elle le tient directement, comme quasiment que ça touche son nez. Comme ça, on va savoir exactement que c'est bien exposé là où tu photographies. C'est la même chose pour un objet. Tu fais simplement à côté ta carte grise ou la chose que tu utilises pour faire ta balance des blancs comme directement sur ton objet que tu photographies. Mais vous voyez que quand on prend une photo de paysage ou d'un oiseau dans l'arbre, ça ne marche pas parce que on photographie tout ce qui est devant nous jusqu'à l'infini. Fait que dans ce moment-là, pour ces genres de photos, c'est
c'est préférable d'utiliser une balance des blancs prédéfinie comme lumière de jour, mettons, ou si c'est une journée nuageuse, etc. Et un autre petit truc, la carte grise sert pour vérifier mon exposition et ma balance des blancs. Mais si je n'ai pas besoin de vérifier mon exposition, si je n'utilise pas mon appareil photo en mode manuel, mettons que je l'utilise en mode automatique pour mon exposition ou dans les autres programmes comme priorité ouverture ou priorité vitesse, que c'est l'appareil photo qui fait l'exposition, on peut utiliser une feuille de papier blanche, juste un 8,5 par 11 qu'on a dans notre imprimante ou que ce soit. Ça peut dépanner pour la balance des blancs. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur c'était la balance des blancs? Moi, j'ajouterais que un peu la question que Marie-Claude posait, là, une des façons, il suffit de prendre 2 photos. On peut prendre une photo de la carte grise en s'approchant, en désactivant l'autofocus pour calibrer la balance des blancs dans l'appareil. Mais on peut aussi, la personne tient la carte grise, puis on prend une photo avec la carte grise, puis dans un logiciel en post-traitement, avec la pipette, on va aller faire la balance des blancs sur la carte grise qui est photographiée. Exactement. Et ça facilite. Des fois, c'est 2 photos. Après ça, la personne ôte la carte grise, puis il suffit de transférer la balance des blancs en post-traitement aux autres photos qu'on a prises dans les mêmes circonstances. Exactement. Vous vous souvenez qu'au début, j'ai dit la balance des blancs se fait soit en caméra ou soit en post-traitement. Justement, on conserve une copie de la photo qu'on a prise de la carte grise et comme tu dis, on peut utiliser ça lors de la post-traitement avec la pipette pour vérifier la balance des blancs. Moi, je le fais dans mon appareil photo parce que je veux quand même que les photos que je vois sur mon écran derrière mon appareil, que c'est vraiment ce que j'ai pris. Puis c'est sûr que lors de mon post-traitement, je vérifie encore. C'est comme une revérification avec la pipette que la balance de blanc est bon. Et je le fais comme ça parce que premièrement, ça peut éviter un travail en post-traitement de refaire la balance des blancs à chaque fois. Puis, si mes photos qui sont dans mon logiciel que j'utilise pour post-traitement, si je sais qu'ils sont déjà premièrement bien exposés, deuxièmement, un bon balance des blancs comme il faut, ça veut dire que quand je change la balance des blancs en post-traitement selon mon goût, c'est parce que créativement, je veux le faire. Ce n'est pas parce que je dois le faire pour arriver à la balance de blanc correcte. C'est comme ça me donne l'assurance que je peux aller avec mon créativité parce qu'à la base, c'est vraiment ce que je vois sur mon écran. C'était la vraie balance des blancs. Puis si on le fait bien, si on fait le paramètre avec la carte grise, si on fait le paramétrage dans l'appareil photo, comme il faut, c'est bien exposé, puis je fais la balance des blancs personnalisée avec la carte grise. Si j'ai bien fait avec la pipette, quand je revérifie en post-traitement, il n'y aurait quasiment pas de différence. Je pourrais cliquer avec la pipette n'importe où sur la carte grise, puis la différence sera très, très minime, quasiment imperceptible. Ça veut dire qu'on a bien fait notre balance de blanc personnalisée dans l'appareil photo. Donc, si entre vous, je ne sais pas tout le monde qui est là, qui m'écoute en ce moment, mais si vous êtes quelqu'un qui fait une balance des blancs automatique seulement, puis vous n'avez jamais essayé de soit le faire avec une carte grise ou soit
jouer un peu avec les paramètres prédéfinis dans votre appareil photo. Ça sera un petit devoir que je vous donne d'ici les prochaines 2 semaines, juste de commencer à vous familiariser avec votre appareil photo, comment est-ce que je fais une balance de blanc personnalisée dans mon appareil photo. Je sais que les Canon, par exemple, quand ça prend la photo que tu utilises pour la balance des blancs, ça garde pas la photo que tu as prise. Avec le Nikon, ça garde la photo, c'est comme une vraie photo, puis ça reste. Donc, avec le Canon, je pense que tu prends la photo, puis tu dis à l'appareil photo, utilise cette photo pour faire la balance des blancs. Donc, ça sera juste à vous de lire votre manuel ou demander à quelqu'un comment paramétrer la balance des blancs avant de prendre vos photos. Est-ce que j'ai une autre question, Paul? Oui. Excuse. Parce que avec l'appareil, la mesure de la chaleur, de la température sur l'échelle Kelvin, dans mon appareil, j'ai déjà joué avec ça dans le sens que je savais qu'au début, ce que ça me donnait, l'image sur mon petit écran à l'arrière de l'appareil, c'était pas la vraie couleur, c'était trop jaune ou c'était trop bon. Donc, j'ai joué avec ça de telle sorte que ma photo, je vais mettre ça à le choix, l'option degré Kelvin. Et là, je peux bouger ça en haut, plus chaud, plus froid, plus il y a plein de petits points. De telle façon que ce que je vois à l'écran, ça s'améliore. Mais c'est comme si en prenant la photo, à mon souvenir, c'était pas si beau que ça, c'était pas si représentatif de ce que c'est en réalité, parce qu'en fait, il faut que la photo soit la même chose que ce que je vois. C'est ça que tu disais au début, puis c'est ça que j'essaye de faire aussi. Mais avec le degré Kelvin, ou bien je ne l'ai pas bien faite, ou bien, je ne sais pas. C'est peut-être pas assez habitué pour le faire, pour dire c'est exactement cette température-là, en le déplaçant. Mon œil, il n'évalue pas bien, là. Bon, c'est ça exactement. On peut essayer de regarder sur vraiment la petite écran derrière notre appareil photo qui déjà, ce n'est pas ce que l'appareil photo capte. Si on capture en RAW, c'est un JPEG dans le fond qu'on voit sur l'écran derrière notre appareil photo. On peut essayer avec le Kelvin de faire en sorte que je pense que ce que je vois avec mes yeux est représentatif sur mon appareil photo. Mais comme tu dis, on ne sera jamais capable de le faire aussi précisément qu'avec une carte grise. OK. La carte grise, c'est le meilleur outil. C'est le meilleur pour le portrait ou l'objet ou si tu es dans une situation que ça ne change pas très souvent l'éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je ne prétends pas avoir toute la connaissance puis toutes les réponses. On continue? Oui, non, oui, Amy, tu peux continuer. Oui, tu continues. C'est ça que je m'attendais. Bon, on va parler de l'étalonnage d'écran. J'aimerais savoir, je ne veux pas vous mettre comme sur place, je ne sais pas comment le dire en français, mais j'aimerais vraiment savoir qui entre vous n'a jamais fait un étalonnage de votre écran que vous utilisez pour le post-traitement de photos. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais fait? Moi, j'en ai jamais fait, mais mon appareil est acheté, il n'est pas encore déballé. Ça va se faire dans les prochains jours. Super. Bon, donc, au début, on se disait, si vous vous souvenez en fait, je vais le remettre ici. Ce que je vois avec mes yeux, je veux que ce que je capte avec mon appareil photo, c'est ce que je vois avec mes yeux. Là, c'était la balance des blancs. Maintenant, on va aller à la prochaine. Je veux que ce que je vois sur mon écran, c'est vraiment la même chose que mon appareil photo a capté. Et pour ça, on va parler de l'étalonnage d'écran. Donc, un écran étalonné m'assure que ce que je vois sur mon écran sera les mêmes couleurs que mon appareil photo a capturé. C'est ça que je viens de dire. Puis, un écran ne peut s'étalonner qu'avec une sonde spécifiquement faite pour cette tâche. Ça veut dire que
un étalonnage d'écran, celui que je parle, c'est différent que quand tu vas dans le menu de ton télé puis tu peux faire les settings, que ça soit plus contrasté, moins contrasté, etc. Je vous fais une petite métaphore. C'est comme quand tu joues de la guitare acoustique, tu peux affiner ta guitare contre ta propre guitare pour que ça sonne bien quand tu joues tout seul. Mais dès que tu essaies de jouer avec un piano, ce n'est pas nécessairement que tu as affiné ta guitare avec le dos du piano. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans le fond, la raison pour laquelle on fait un étalonnage d'écran, ce n'est pas parce que pour que ça fait beau toute seule quand on le regarde, c'est vraiment pour ramener les couleurs sur notre écran à un standard universel pour que ça soit vu la même par tout le monde qui est étalonné à ce même gamme de couleurs universelle. Donc, c'est vraiment juste les moniteurs d'ordinateurs et portables qui peuvent être étalonnés avec une sonde qui est faite pour ça. Les écrans de téléphone et de tablette ne le peuvent pas, mais je vais dire que oui, ça se fait, les écrans de téléphone et tablette, mais tu peux l'étalonner avec ta sonde d'étalonnage si c'est équipé pour ça, mais tu verras seulement, tu verras ton écran étalonné sur ton téléphone juste quand tu es dans l'application qui vient avec ton appareil d'étalonnage. Ça veut dire que oui, mon appareil, je peux installer l'application, ce que je comprends, sur mon téléphone ou ma tablette, puis je peux étalonner ma tablette avec ma sonde, si c'est fait pour ça. Mais les photos sur mon appareil de téléphone ou ma tablette, ils vont s'afficher étalonnés seulement quand je suis dans l'application de la compagnie d'étalonnage. Ce n'est pas comme si je verrais partout sur mon téléphone, sur le desktop, toutes mes applications, etc. On ne verra pas les couleurs étalonnées. Christian, est-ce que j'explique bien? Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Eh, mon Dieu, j'ai pas un mot à rajouter. Tu l'as très bien expliqué. Super. Ta question tantôt, tu voulais savoir le nombre de gens qui ont une sonde pour leurs écrans. Ça va te donner le nombre de gens qui font de la calibration d'écran. Il n'y a pas personne qui t'a répondu, là. D'après moi, on n'est même pas 50% qui a une sonde pour calibrer nos écrans dans le club. Ça, c'est mon opinion. OK. Là, vous allez m'expliquer, vous allez me dire, ben ça a l'air de quoi un sonde, comment ça se fait pour étalonner mon écran. Vous allez m'excuser si des fois je dis calibrer mon écran. L'étalonnage, c'est le vrai mot en français, mais tout le monde dit une calibration d'écran. C'est juste un anglicisme qu'on comprend tous. Donc, il y a deux compagnies qui sont le plus répandues pour les sondes de calibration. Il y a Datacolor, c'est le nom d'une compagnie, c'est eux autres qui font le Spider. Puis, il y a l'autre compagnie qui est X-Rite. Avant, leur sonde s'appelait Color Monkey. Vous avez peut-être entendu parler du Color Monkey. Ça vient de la compagnie X-Rite, mais je pense que là, ils ont changé le nom. Ça s'appelle plus le Color Monkey. Dans les sondes, il y a même dans ces deux compagnies, il y a des sondes de toutes les gammes. Il y en a, moi, j'ai déjà utilisé les deux. Chez nous, j'utilise le Spider, mais ce n'est pas le Spider Pro. Le Pro, c'est le plus nouveau. Le mien, c'est le Spider 5. Puis même dans le Spider 5, il y a le Spider 5 Express, Spider 5 Pro. C'est comme, il y a de toutes les gammes. Puis la différence, à part la différence de prix, c'est que plus c'est cher, plus le Pro, ça va incorporer, par exemple, l'étalonnage ça va prendre en compte la lumière ambiante. Par exemple, le Spider que moi j'utilise, qui est une des moins chères, ça va super bien pour étalonner mon écran, mais ça ne prend pas en compte la lumière ambiante. Donc, moi, ce que je fais quand je fais une calibration, je me mets dans la même lumière dans la pièce où je suis, où je fais la majorité de ma post-traitement.
Puis d'habitude, le X-Rite, c'est plus cher un petit peu que le Spyder Pro. J'ai choisi le modèle de X-Rite qui était un peu dans le même gamme de prix que Spyder Pro, mais je vais dire que le Spyder Pro, c'est le meilleur Spyder qu'il y a, mais le X-Rite Eye One Display qui est là, ce n'est pas le top pour la gamme dans les X-Rite. Donc, les deux marchent très bien. Ça va vous coûter à peu près ça. Mais si vous voulez comme le top modèle du X-Rite étalonnage, ça peut monter jusqu'à 500 $. Excusez, Amy, tu as Oui, des oui. solutions chez X-Rite qui coûtent 2 000 à 3 000 pour les imprimeurs professionnels. Ça va très, très loin dans ce compagnie. Ah, OK. Ben, ça, on n'a jamais utilisé. C'est parce qu'à l'école où j'ai fait mon DEP en photographie, on avait les Color Monkeys. C'était quand même les bons Color Monkeys qui faisaient l'écran et l'imprimante, mais je ne pense pas qu'ils nous laissaient utiliser les sondes de 3 000 $ pour les étudiants. Je ne savais pas que ça existait. Donc, comment ça fonctionne un étalonnage d'écran? Quand je fais un étalonnage d'écran, le logiciel d'étalonnage génère un profil ICC. Avant que je fais toute cette page technique, je voulais juste vous expliquer comment on fait. Vous n'avez pas à avoir peur que ça soit trop difficile ou trop technique de faire un étalonnage d'écran. Vraiment pas. Tu fais juste, tu as le petit sonde que tu tiens ou tu accroches pour que c'est contre ton écran. Puis tu downloads un petit logiciel qui ils vont te dire c'est quoi quand tu achètes ta sonde. Puis c'est vraiment un wizard qui te dit exactement quoi faire. C'est comme quand tu installes n'importe quel logiciel, puis tu as le wizard d'installation que tu fais juste cliquer next, next, next. C'est vraiment ça. C'est simple, simple, simple à faire. Ça peut être n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'avoir une super connaissance dans la gestion de couleurs pour faire un étalonnage d'écran. Puis aussi, je vais vous dire que la première fois que vous faites étalonner votre écran d'ordinateur, la différence, ça va être très, très grande de ce que vous êtes habitué. Vous allez vous dire, voyons donc, ça se peut pas, j'ai mal fait mon calibration, ça ne marche pas, cette petite affaire, ça se peut juste pas. Mais oui, vraiment, il y a une super de grande différence. Et quand vous êtes habitué à regarder votre écran calibré, là, tu ne peux plus retourner à avoir un écran pas calibré. Moi, je peux voir tout de suite quand j'allume mon ordinateur si la calibration n'est pas setée à on. Je vois que mon écran, c'est comme bleu. Donc, on devient habitué à une mauvaise couleur. Puis quand on fait la calibration pour la première fois, c'est comme incroyable. Mais là, on va s'habituer à les bonnes couleurs. Puis ça serait difficile à retourner à l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord, ceux qui ont déjà fait ça? Tout à fait, tout à fait. Puis en plus, quand on fait de la coloration, puis là, tout le monde l'a vécu en développant nos photos, c'est que notre cerveau s'habitue à neutraliser les teintes, puis on voit blanc ou ce que c'est pas nécessairement blanc, mais c'est davantage accentué avec une sonde, ça c'est vrai. Et j'aimerais savoir parce que moi, mon écran, j'ai une petite toggle que je peux mettre la calibration on ou off. Je me demande si je suis capable de vous partager mon desktop d'une façon que vous pouvez voir la différence. Et Amy, Mm-hmm. je voulais savoir, c'est Jérôme, la calibration de l'écran, tu le fais au combien de temps? Est-ce que tu le fais à chaque fois que tu as une séance photo? Non, non, pas du tout. C'est recommandé de le faire aux 3 mois. C'est parce que nos écrans, c'est pas perceptible, mais avec l'usure, ça change un petit peu les couleurs. Donc, c'est recommandé de le faire une fois aux 3 mois. Ça peut aller une fois aux 6 mois. Mais moi, quand je ne l'ai pas fait pour, comme, mettons, 6 ou 9 mois, je vais commencer à voir que je vais avoir un peu de misère avec mes couleurs. Puis l'étalonnage, ça prend 5 minutes à le faire. OK. Merci. Donc, je vais juste voir si je peux partager mon desktop au lieu de l'autre affaire. Est-ce que je ne vous vois pas?
Hélène a envoyé un message comme quoi qu'il y avait un spécial sur Deltacolor. Ah, super. Oui, c'est ça, je l'ai acheté moi, la semaine dernière, puis il était à 159, mais je ne sais pas si le spécial se poursuit encore. Il était sur Amazon? Sur le site de Datacolor. OK. Mais la livraison, on voit que ça venait d'Amazon, là, mais c'était vraiment sur le site de Datacolor. OK. Puis c'était quelle version, Hélène? Le dernier, là, le Spider X Pro. OK. Mais quand on a la version, moi j'ai le Spider Pro 4, ça fait quelques années que je l'avais acheté. Il faut-tu changer? Non, sauf que j'ai reçu un email de Spider que dans quelques semaines, il n'y aura plus d'update pour ce qui est plus vieux que le Spider 5, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera plus. Share. Est-ce que vous voyez mon desktop? On voit tes deux enfants? Oui. C'est ça, super. Ça, c'est mon desktop. Maintenant, c'est calibré. Vous allez voir, quand je mets mon calibration à off, est-ce que vous voyez la différence? Ça doit être moins évident en screen sharing, mais très peu. Pour moi, c'est comme les blancs deviennent bleus, même le noir est plus froid, c'est moins noir chaud. Je vais le remettre, vous allez voir. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Non. Non. Okay. Bon. Non, aucune différence. Probablement que Zoom fait sa propre gestion de couleurs. Bon, vous allez juste devoir me croire. Puis, je vous encourage, si vous ne faites pas de calibration de votre écran, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Puis, on va continuer un peu avec le technique pourquoi ça vaut la peine. Je vais juste arrêter de partager mon desktop. Puis, je vais revenir à ma présentation. Voilà. Donc, quand je fais un étalonnage d'écran, le logiciel qui vient avec, ça génère ce qu'on appelle un profil ICC. Un profil ICC, c'est simplement un petit fichier qui est gardé dans mon ordinateur. On verra ça, l'extension .ICC à la fin du fichier. Et ça contient les informations des attributs colorimétriques, je ne sais pas si je le dis comme il faut, de mon écran. Puis, le logiciel d'étalonnage utilise le profil ICC qui est storé dans mon ordinateur. Je ne m'en occupe pas, c'est juste comme vous avez vu, je le mets sur on puis ça fait son affaire. Pour ajuster les couleurs de mon écran au standard des normes universelles. C'est comme je parlais qu'il faut qu'on tune nos guitares à le do qui est vraiment le do du piano. C'est la même chose. Il y a un standard des normes de couleurs qui a été établi en 1993 par la Comité international de la couleur, d'où vient le ICC, International Color Consortium, dans le but de créer un système universel de gestion de couleurs quand on parle du numérique. Puis, si je me souviens bien, le International Color Consortium, c'était comme 6 ou 8 compagnies dans le temps qui étaient des grandes compagnies de graphisme. Puis, on peut comprendre pourquoi on a le besoin d'avoir des couleurs, un standard des couleurs qui est universel pour tout le monde. C'est un peu comme dans la peinture, tu as le Pantone, comme il y a comme un standard de couleur Pantone. C'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'étalonnage d'écran? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont convaincus que peut-être ça sera une bonne idée de vous acheter un sonde pour calibrer votre ordinateur? J'ai avec moi, je vais vous montrer mon petit Spider 5. Juste une petite seconde ici. C'est vraiment facile. C'est juste, tu le plugues avec le USB dans ton ordinateur. Tu as un petit sonde comme ça. Ça ouvre. Il y a la partie que tu mets plat contre ton écran.
puis l'autre partie, le couvercle, mettons, c'est comme un contrepoids que tu mets derrière l'écran pour que ça balance, pour que ça tienne. C'est simplement ça, c'est tout facile. Il n'y aura pas raison de ne pas le faire, surtout dans la photographie. Pour moi, c'est important pour un photographe de savoir qu'on a les bonnes couleurs. Annie, est-ce qu'on peut avoir le logiciel en français ou c'est seulement en anglais? Je n'ai aucune idée. C'est sûr que je n'ai pas pensé à ça. Moi, je l'ai en anglais. Non, ça doit avoir de tous les langages. Ça doit, parce que c'est universel. Il doit avoir le chinois puis de tout. Okay. Je suis pas mal certain. Moi, j'ai le Spider X Pro qui est en français. Il n'y a pas de problème. Oui, ça doit être dans le Wizard quand tu commences. Il va te demander dans quel langage veux-tu qu'on vous parle. Ton Spider, Amy, il te donne combien de pastilles de couleurs quand il fait son évaluation? Aucune idée. Ben, tu te prends 5 minutes. Moi, le mien, c'est 461 couleurs qui va échantillonner. Non, je ne Ça sais prend pas. 15 minutes. Fait qu'à 5 minutes, tu as 60 couleurs, 64. Tu le vois aller, les couleurs plein écran? Oui. Justement, ça flash l'écran de plein de différentes couleurs. Puis à la C'est fin, pas le nombre de pastilles qui génère? OK. Oui, non, je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Je me demande si c'est écrit là-dessus. Non, je ne sais pas. Ça devrait être identifié dans ton logiciel, ça. Bon, ça doit. Moi, j'ai une question, Amy. Oui. Dans le profil CC, est-ce qu'on a juste des informations de couleur ou s'il y a des informations de contraste, de luminosité? Autrement dit, si on change la luminosité de notre écran, est-ce qu'on est obligé de refaire un profil CC en fonction de cette nouvelle luminosité-là ou c'est complètement indépendant? Avec le Spider, ça ne me demande pas de setter ma pointe de luminosité. Ça me dit, dans le Wizard, ça dit mets ton écran à une luminosité qui est confortable pour vous. Puis assurez-vous qu'il n'y a pas une lumière ambiante qui est directement sur l'écran durant l'étalonnage. Par contre, quand j'utilisais le Color Monkey à l'école, c'était sur les ordinateurs Mac. Je ne sais pas si c'était des iMac ou je ne sais pas quoi, mais c'était des Macintosh. Puis à ce moment-là, il nous demandait pour setter le white point ou quelque chose. Il y avait comme une étape supplémentaire. Je ne sais pas si c'était parce que on peut setter ce paramètre sur un iMac puis on ne peut pas sur mon ordinateur, ou est-ce que c'était la différence dans le logiciel de Spider versus Color Monkey que j'utilisais? Ça, je ne sais pas. OK, merci. J'ai une autre question. J'ai 2 écrans. Il y en a un qui est calibré, puis il y en a un qui n'est pas calibré. Quand je fais imprimer des photos, c'est sûr que pour que les photos ne soient pas trop foncées, je ne prends pas l'écran non calibré parce que l'écran non calibré, il est plus clair que l'autre, lui. Hein, je pense que quand l'écran, si je travaille mes photos sur un écran plus clair, je vais réduire mes lumières pour le mettre à mon goût, mais quand je vais arriver sur mon écran calibré, ou que je l'ai fait imprimer, là, ça va être plus foncé, puis je ne serai pas contente du résultat. Quand on calibre une photo, donc ma question c'est, quand on calibre les photos, c'est-tu juste pour le volet imprimé, pour avoir le reflet exact de ce que je veux à l'impression? Parce que si j'envoie sur un média social ou j'envoie, moi, sur SmogMog, par exemple, je vois que les photos sur SmogMog, les gens vont le voir sur une tablette, sur leur téléphone. Il ne faudra pas que les photos soient trop claires ou soient trop foncées. Tu sais, est-ce qu'il faut que je travaille sur un écran calibré quand je les fais pas imprimer? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Il ne faut pas que ce soit trop clair ou trop foncé. Là, on ne devrait pas se confondre entre la luminosité et les couleurs, parce que je peux être calibrée puis avoir les bonnes couleurs, mais je peux mettre mon écran très, très lumineuse ou moins lumineuse. C'est quelque chose qui est différent que l'étalonnage d'écran. On parle vraiment des couleurs dans l'étalonnage. Avoir dit cela, quand je fais un étalonnage d'écran, je le fais dans le but d'impression, dans le sens que je veux que quand je travaille ma photo en post-traitement, que ce que je vois sur mon écran, c'est les vraies couleurs, puis je mets les couleurs comme vraiment je le veux.
dans mon post-traitement, je travaille ma photo à mon goût. Puis je peux être certaine que ce que je vois sur mon écran, c'est vraiment les mêmes couleurs comme ça qui vont imprimer. Mais pour les autres, comme tu dis, ils vont le voir sur leur ordinateur qui n'est pas calibré. Ils vont le regarder sur leur téléphone, sur leur tablette qui n'est pas calibré. Et on ne peut rien faire avec ça parce que les écrans de tout le monde sont des couleurs différentes d'un téléphone à une autre, d'une marque à une autre, d'un portable à une autre. Donc, il n'y a pas de façon que faire que tout le monde voit ma photo comme je le vois sur mon écran. Mais on peut juste faire comme ma partie, le plus que moi je peux faire pour m'exprimer ma créativité avec mes couleurs dans ma photo, c'est que je m'assure que mon écran est calibré, puis quand je fais mon impression, au moins, je l'ai comme moi je le veux. Mais c'est sûr et certain que tu dis que même si mon image est à mon goût sur mon écran calibré, mon voisin ou ma maman, quand je l'envoie à elle, ben, elle va le voir sur son téléphone qui n'est pas calibré. OK. Pour l'impression. Merci. C'est toi qui vas se faire blâmer que ta photo n'est pas bonne. Mais Marie-Claude, si je peux me permettre un commentaire, comme il y a plus que la moitié de la planète qui va regarder tes photos, qui le regarde sur un écran Apple, puis qu'eux sont vraiment très, très bien calibrés, toujours de la même façon, identique. Si c'est beau sur un iPhone ou sur un iPad, tu sais que tu as au moins la moitié des gens, puis si c'est pas plus, qui vont bien voir les couleurs de ton image comme tu les entends. Puis moi, j'ai acheté un écran là, de photo dernièrement, j'ai acheté l'outil de calibration, et je peux te dire que ce que je travaille sur mon écran présentement, puis il n'est même pas calibré encore, mais il est calibré d'usine, mais c'est un moniteur de photo, donc il est déjà très proche de la réalité. Ce que je sors sur l'écran ressemble beaucoup à ce que je vois sur mon iPad. Donc, je pense que ça peut donner un indice que tu es dans la bonne voie. S'il sort bien sur l'iPad, d'après moi, c'est pas une vérité absolue, mais moi, je trouve que ça donne une bonne idée. OK, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a une limitation du nombre de fois que je peux prendre différentes, mon portable, mon PC, ou je peux le faire à vie avec le calibrage? Oui, moi, je peux même te prêter ma sonde, puis toi, tu fais downloader le logiciel, puis tu peux le faire. Il y a pas, au moins, je ne sais pas si ça a changé avec d'autres compagnies ou avec les modèles plus récents, mais au moins avec le mien, je l'ai à vie, puis je peux faire toutes les devices que je veux. OK. Merci. Maintenant, on va juste continuer. On est rendu presque à 1 heure, mais on est aussi rendu presque à la fin. On va juste parler de l'étalonnage d'imprimantes. Ça va être vite. On va y aller. Share from current slide. Bon, on peut calibrer notre écran, mais aussi des imprimantes peuvent être calibrées, mais pas de la même façon. Donc, un étalonnage d'imprimante, ça génère aussi un profil ICC. Et il faut faire, quand on veut étalonner une imprimante, il faut faire un profil ICC pour chaque combinaison d'imprimante et papier. C'est parce que les couleurs, quand ils sont imprimés sur une sorte de papier photographique, ils ne vont pas être représentés de la même façon sur une autre sorte de papier photographique, sur un papier mat, sur un papier glacé, sur un autre papier métallique, etc. Donc, il faut générer un profil ICC pour chaque combinaison d'imprimante et papier. Maintenant, on va juste le dire. Vous allez voir, je vais continuer puis vous allez voir. L'étalonnage d'imprimante, ça ne change pas le fonctionnement de l'imprimante, ça ne change pas le fonctionnement de l'encre, mais plutôt, ça me permet de faire un épreuvage écran dans un logiciel de traitement d'image. Ça veut dire que
je vais vous montrer c'est quoi un étalonnage d'imprimante. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons de faire, mais c'est cette façon que j'ai déjà faite, pas chez nous, mais à l'école, ça faisait partie d'une unité dans le laboratoire qu'il fallait qu'on fasse. Donc, ce que vous voyez ici, la sonde, c'est de la compagnie X-Rite. C'est un modèle qui s'appelle i1 Studio, je ne la connais pas, mais X-Rite, c'est la compagnie qui a anciennement fait le Color Monkey, le sonde Color Monkey. Cette sonde ici, à 575 $, ça fait l'étalonnage de l'imprimante et l'étalonnage d'écran. Mais l'autre que je vous ai montré tantôt à 230 $, ça fait l'étalonnage d'écran, mais ça ne fait pas l'étalonnage d'imprimante. Si on veut étalonner une imprimante, on paye plus cher pour avoir la sonde qui le fait. Et donc, dans le logiciel qu'on download pour l'étalonnage d'imprimante, ça te donne une affiche avec des couleurs, des pastilles de couleurs, comme vous voyez dans la photo. Tu imprimes cette feuille sur la sorte de papier photographique que vous voulez faire le profil ICC et tu passes la sonde lentement sur chaque rangée de couleurs. Puis dans le logiciel, ça suit ce que tu fais. Dans le fond, ça te montre, ça te dit, OK, passe la sonde sur la première rangée. Tu le fais, puis tu vois, ça fait un OK sur ton logiciel, puis ça va te dire, OK, passe la sonde sur la deuxième rangée de couleurs. Donc, il y a quelque chose dans le sonde qui regarde vraiment les couleurs qui sont sur le papier. Et c'est pour cette raison on utilise le même fiche de couleur, mais on l'imprime sur la sorte de papier, le glacé, le mat, etc., parce qu'on a besoin d'avoir un étalonnage pour chaque sorte de papier que je mets dans mon imprimante. Peux-tu ajouter un petit Oui, point, Amy? Oui. Quand on fait l'étalonnage de papier, il faut attendre que l'encre aille sécher 24 heures pour avoir les vraies couleurs. C'est ça. Et je pense qu'il va le dire dans le wizard quand il te dit quoi et comment le faire, ils vont dire ça. Et c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'un épreuvage écran? C'est simplement quand vous êtes dans votre logiciel de choix de traitement d'image, ce que tu fais tes retouches de photos, puis tu as ta photo sur ton écran, puis tu vas dans le menu, puis tu choisis, selon ton logiciel, de regarder un épreuvage écran. Et là, dans ton menu où tu fais ton épreuvage écran, tu sélectionnes le fichier de ICC que tu as déjà fait quand tu as fait la calibration de ton imprimante. Tu as donné un nom à ce fichier. Mettons que tu mets la date que tu as fait la calibration, puis papier mat ou que ce soit papier glacé. Dans ton drop-down menu, quand tu fais ton épreuvage écran, tu choisis le nom du fichier qui correspond avec le papier que tu utilises. Tu le sélectionnes et là, dans ton logiciel de retouche photo, ça va changer un peu subtilement les couleurs de ton image ou ça ne change pas la couleur comme telle dans ton image, mais ça fait apparaître ton image avec, je ne sais pas comment l'expliquer, avec, voilà. L'épreuve écran sert à simuler le blanc d'un papier spécifique pour s'approcher davantage du résultat du futur tirage. Est-ce que ça fait du sens? Donc, ce que ça me montre sur mon écran, quand je fais un épreuvage écran, ça dit, OK, ta photo, tu vas l'imprimer sur du tel papier. On pense que ça va ressembler un peu plus à ce qu'on vous montre sur ton écran. Donc, le deuxième point, avec l'épreuvage écran, je peux donc simuler cette différence à l'écran pour avoir une meilleure idée du rendu de mon impression avant même d'avoir allumé mon imprimante. Ceci m'aide à sauver les coûts des tirages insatisfaisants. Pour effectuer un épreuvage écran, il me faut premièrement un logiciel de traitement d'image qui supporte cette opération.
moi, j'utilise juste Lightroom et Photoshop, puis je sais que les deux, ça le supporte. J'imagine que tous les autres le font aussi. Il me faut, deuxièmement, un profil ICC que j'ai obtenu soit par l'étalonnage de ma propre imprimante que j'ai faite avec ma sonde ou soit qui m'a été fourni par mon laboratoire d'impression. Je vais vous dire que moi, je n'imprime pas mes propres photos. Pour moi, ça ne vaut pas la peine ni le coût. Si c'est juste pour mes propres affaires, je le fais chez Gosselin. J'avoue que je n'ai jamais demandé à Gosselin de me fournir avec leur profil ICC pour leurs imprimantes. Mais par contre, avec le laboratoire professionnel que j'utilise pour les impressions pour mes clients, eux autres, ils ont des profils ICC, juste les petits fichiers qu'on avait parlé qui terminent en .ICC. Eux autres, ils ont déjà étalonné leurs propres imprimantes avec le papier qu'eux autres, ils utilisent. Puis, si je le demande, ils vont m'envoyer ces petits fichiers que je peux mettre dans mon logiciel pour choisir mon menu selon ce que je vais imprimer pour voir comment ça agence avec ce que j'ai sur mon écran. Puis mon laboratoire professionnel, ils ont un fichier ICC pour du Canva, pour toutes les sortes de papiers, etc. Je veux dire que la différence quand on fait un épreuvage écran est tellement subtile, surtout si on a un écran étalonné, que moi, je fais des impressions pour mes clients depuis 3 ans, puis juste une fois dans 3 ans, j'ai reçu un Canva que je me demandais, c'est pas tout à fait que je pensais que ça serait avec mon écran étalonné, puis je leur ai demandé leur profil ICC pour pouvoir faire la comparaison. Donc, oui, c'est le fun d'avoir si vous allez essayer de faire vos propres impressions, puis si vous avez 600 $ pour dépenser pour une sonde pour calibrer votre imprimante, super. Pour moi, ça ne vaut pas la peine et la différence est tellement subtile que ça ne vaut pas la peine et le trouble pour moi personnellement. Avez-vous des questions sur l'étalonnage des écrans ou des imprimantes qu'on n'a pas déjà discuté? Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir? C'est qui ton imprimeur indépendant, Amy? Le professionnel que j'utilise, c'est GTA Imaging à Toronto. Ils font affaire avec des photographes professionnels, puis il faut faire preuve que tu es un professionnel de la photo pour être client. OK. Avoir dit cela, une preuve de photo professionnelle, ça peut être une page professionnelle sur Facebook ou site web, puis avec un logo bien fait sur ta photo. Ils vont pas te demander tes impôts, une preuve comme ça, mais c'était juste pour dire que mes clients, ils ne peuvent pas aller imprimer là. Puis j'aime ça parce qu'ils ne peuvent pas savoir non plus le prix que je paie pour mes impressions. Je peux leur charger selon ce que je charge sans qu'ils s'en va demander à mon fournisseur hey, comment Amy a payé pour cette impression. Donc, je vais vous voir pour la période de questions. Je vais juste arrêter de partager mon écran, mais je vais vous dire que dans 2 semaines, on va se réunir encore pour parler des espaces de couleurs, le SRVB, etc. On va parler comment préparer notre image pour impression, l'ajout de luminosité, etc. Puis, on va regarder un petit peu les trucs pour les produits imprimés. J'espère vous voir dans 2 semaines. Ça va être un peu plus long que c'était ce soir parce qu'on a 3 choses à couvrir, mais ça devrait bien aller. Merci beaucoup, Annie. Hein? C'est formidable qu'est-ce que tu nous apprends. Merci beaucoup. Oui. Donc, moi, ce que j'aimerais, s'il y en a entre vous qui n'ont déjà jamais fait une balance des blancs pré-paramétrée sur votre appareil photo, j'aimerais que vous le fassiez dans les prochaines 2 semaines avant qu'on se réunisse. Puis la même chose, si je vous ai convaincu d'acheter un sonde pour calibrer votre écran, s'il vous plaît, faites-le. Puis dans 2 semaines, je veux entendre
les résultats, je veux que vous me dites « Oh, wow, c'est différent que je pensais » ou « Wow, c'était plus facile » ou etc. Je vous encourage vraiment de faire ça. Je trouve que c'est important pour un photographe d'avoir un bon gestion de couleurs. Petite question. Oui. Pour les cartes grises, est-ce qu'il y a un format en particulier de poche qui est possible à avoir? Je sais que dans ta présentation, le deuxième, je pense qu'on peut il y a comme une enveloppe, je crois. Regarde. Ben, si je peux répondre, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Pas lui montrer ça. Moi, c'est celui-là, ça l'a. Regarde ma main. Ah, super. C'est ça que je me demandais. Comme ça. Puis pour ma main, ouvert, c'est comme ça. Ah, super. Merci, Marie-Claude. Il y a un côté blanc, le côté blanc, mais je ne sais pas si c'est blanc, mais en tout cas, c'est blanc. Puis le côté gris, ben moi, j'ai mis un petit X dessus parce que je pensais que la mise au point est importante, donc je vois que ce n'est pas important. Puis là, quand tu le fermes, bien, ça fait un petit paquet comme ça. Oui, c'est comme quand on essaie de replier un gros réflecteur rond, puis on ne sait pas comment le remettre dans le paquet. Moi, le plus petit que je veux utiliser pour une carte grise, c'est le 8 par 10, parce que sinon, j'ai déjà essayé d'utiliser comme un petit comme ça, mais je ne suis pas capable de m'approcher assez pour que ça prenne tout le cadre, pour que je puisse bien voir le pic pour mon exposition. Donc, pour ça que le plus petit que je recommande, c'est le 8 par 10. C'est assez que je peux zoomer avec mon objectif ou m'approcher assez pour que ça remplisse tout le cadre, pour bien voir le pic, pour setter l'exposition sans que je suis comme direct devant puis je bloque la lumière. Ça, vois-tu, c'était... Ben, je ne sais pas, là, oui, fait que celui de Marie-Claude est un peu moins suggéré, donc. Vois-tu, 18 moi, c'est ça, du gris. Pas nécessairement. Il y a des Color Checker Passport est très petit. Ça dépend de ton appareil, hein, parce qu'il y a des appareils que tu peux zoomer à l'intérieur de ta capture pour n'avoir que le gris plein écran. Et ça fonctionne. Ça dépend vraiment de ton appareil. Ah, OK, je vais regarder ça. Je ne savais pas. Puis c'est sûr qu'on peut utiliser comme une petite carte si on veut faire un post-traitement avec la pipette. On a juste besoin d'un tout petit morceau de gris comme sur le Color Checker Passport avec toutes les petites couleurs arc-en-ciel. C'est ça. Donc, ça, c'est pour le faire en post-traitement. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Color Checker. Ma carte grise n'est pas grande. Elle peut faire le travail. J'ai quand même des panneaux comme Marie-Claude puis Amy aussi. Ça rentre dans une poche. Ça rentre dans une poche de chemise, ça. Le Color Checker. Tu vas en reparler dans une couple de semaines là, pour les profils. Ça fait la job. Et Marie-Claude, si ton target est flou, c'est encore mieux que d'être au point pour ta balance de blanc. OK. C'est pas important d'être précis, ça prend la teinte du gris. La teinte, oui, OK. C'est ça qui est important. OK. Merci. Super. J'avais une petite question pour toi, Amy. Oui. Je sais que tu n'imprimes pas à la maison, mais est-ce que la calibration de l'imprimante, c'est un processus qu'il faut recommencer aussi souvent que la calibration de l'écran? Est-ce que, mettons, si on change nos cartouches d'encre, quand on change les cartouches d'encre dans l'imprimante, est-ce qu'il faut refaire une calibration ou si on peut dire qu'une imprimante qui est calibrée va être calibrée pour quand même un certain temps? Je pense que si on veut être vraiment comme sur la coche de nos affaires, il faut le faire quand tu changes d'encre puis quand tu changes de fournisseur de papier. Mais avoir dit cela, je pense que la différence sera tellement subtile que c'est à vous de décider si ça vaut la peine les 10 minutes que ça prend de faire le... Comme dans le fond, si tu as déjà la sonde pour le faire, ça te prend juste une feuille de papier imprimé. Donc, tu utilises un petit peu d'encre, puis 10 minutes, puis une feuille de papier photographique. Donc, si tu as déjà la sonde, pourquoi pas le refaire à tous les 3 mois? Mais j'imagine quand on achète des imprimantes spécialisées en photographie, une imprimante Canon, des choses comme ça, ils fournissent déjà des profils ICC associés à certains types de papier. Pour ceux qui n'ont pas d'outils de calibration? Oui, avec le driver d'imprimante, il y a des profils ICC qui sont fournis selon ton imprimante. Ah, intéressant. C'est générique, ça. Si tu veux être vraiment pointu et que tu as une sonde, tu vas te servir de ta sonde.
Ce qu'Amy a dit, c'est bon. C'est vrai que si tu changes d'angle, tu devrais en faire un autre. Mais moi, j'en ai que ça fait 3 ans que j'ai fait, c'est le même papier. Puis là, la différence est vraiment très subtile. Est-ce que je veux brûler une feuille de papier puis de l'encre à toutes les fois que je change une cartouche? Parce que moi, j'ai 8 cartouches dans mon imprimante. Non. Je m'en vais avec le profil que j'ai fait il y a 2 ans, 3 ans, et le résultat par rapport à mon écran, il est parfait. On peut être extrêmement pointilleux, là, puis aller, OK, les compagnies d'angles vont être bien contents que tu sois pointilleux. Oui, c'est ça. Peut-être que la différence, ça ne se voit même pas avec les yeux. Non, mais mon point dans ça, c'est que si les profils d'imprimante, les combos imprimante papier, c'est des profils qu'on peut se partager dans le fond. Si on a exactement les mêmes cartouches, le même papier, la même imprimante, le profil va très peu changer d'une imprimante à l'autre, contrairement à un profil ICC d'écran qui peut facilement varier d'une personne à l'autre. Oh, je ne suis pas certaine. J'imagine si que oui. Tu sais, si Christian a un type d'imprimante avec un type de papier, puis que j'achète la même marque d'encre, théoriquement, mon profil ICC devrait être assez semblable. D'après moi, oui. Oui. Je dirais que ça va aller avec le fournisseur de papier aussi. Peut-être que si c'est la marque d'imprimante puis la marque de papier, ça devrait être correct. Mais un papier glacé d'une compagnie puis un papier glacé d'une autre compagnie, ça peut avoir une petite variance. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Moi, j'aimerais poser une question à Marie-Claude. Est-ce qu'elle est encore là? Oui, elle est là. Oui. Tu te rappelles-tu, il y a environ 2 ans, on a eu une formation, parce que dans ce temps-là, Christian n'était pas là dans le club photo, puis les autres aussi, je pense. On a eu une formation d'un gars de Montréal qui faisait beaucoup d'impressions. Il est arrivé avec des panoramiques imprimés là, qui étaient très grands. Oui. Puis là, lui, il nous a parlé d'étalonnage, puis d'étalonnage d'écran et d'imprimante. Puis lui, il disait que c'était pas possible ça donnait rien d'étalonner un portable parce que aussitôt que tu l'avais utilisé une fois, tu perdais ton étalonnage. Puis il disait aussi que l'étalonnage d'imprimante, ça donnait pas grand-chose. Bon, je ne me souviens pas de tu t'en rappelles contenu, pas? Non. Parce que l'imprimante, j'oublie ça parce que je n'imprime pas. Ça fait que c'est comme si je ferme les informations là-dessus. J'ai déjà assez des autres à retenir, mais les autres, je me souviens pas si c'était le même. Ouais. Le portable, moi, ça m'avait marqué. Il avait dit que ça ne donne absolument rien d'étalonner un portable. Une fois qu'on l'utilise, on perd l'étalonnage tout de suite. Okay. C'est bizarre, ça ne fait pas de sens pour moi. Je serais curieux de savoir quel PC qu'il utilise parce que moi, sur mon Mac, ça ne change pas. Oui. Ça peut changer avec l'usure à long terme. Pour ça qu'ils recommandent de refaire la calibration aux 3 mois, mais pas d'une fois à l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça retient, ça ne change pas comme ça. Ça change peut-être si tu regardes dans une pièce. Comme, mettons, je suis dans une pièce avec des lumières fluorescentes, puis je change de pièce à un autre type de lumière, ça peut changer, mais c'est moi qui change la place, c'est pas mon laptop qui change comme tel. Mm-hmm. Peut-être ce qu'il voulait dire, parce qu'il n'est pas allé en détail là-dessus, mais peut-être ce qu'il voulait dire, parce que dans un portable, les portables, au début, il n'y avait pas de carte graphique qui était... je vais dire puissante, le mot puissante, qui était peut-être assez valable pour faire un étalonnage qui vaut la peine. C'est peut-être ça l'affaire, je ne sais pas. Moi, ce que je me souviens, je ne sais pas si c'est le même formateur que tu penses. Là, il était gras un petit peu, là. Mais je me souviens pas. Mais je me souviens d'avoir retenu à quelque part dans une des formations que pour travailler nos photos, c'est mieux d'aller sur un écran d'ordi et non pas un écran de portable. Moi, c'est ce que j'avais retenu parce que, bon, pour les raisons, je ne sais pas les raisons, mais il me semble qu'il y avait question probablement de qualité de couleur aussi, puis tout ça. Ça devait avoir un lien avec l'étalonnage, mais que c'était moins performant, un écran de portable. Mais je ne sais pas, ça fait un bout de temps, peut-être que les portables, maintenant, c'est rendu super... tu sais, ça évolue, ça aussi. Là. Non, c'est Il avait même fait parvenir au club photo un papier pour l'étalonnage d'imprimante avec toutes les couleurs. Il nous avait envoyé ce papier-là pour qu'on s'en serve. Si, disons, on va faire imprimer chez Gosselin, mais ça nous donnait une idée en général
si Gosselin n'est pas capable d'imprimer les couleurs comme sur ce carton-là, ben c'est qu'il y a peut-être une petite déviation là, dans leur logiciel. C'était une façon de vérifier un professionnel qui imprime. On avait mis, Francine, sur le site web du club, on l'a mis, ça. C'était Patrick Lavoie. Patrick Lavoie, bon, OK. Les deux pubs, on les a mis sur le site, justement. C'est des modèles de plusieurs images qu'on peut faire imprimer ou on peut imprimer nos photos. Puis ça nous donne, si c'est notre écran ou si c'est la photo. On va en parler en 2 semaines quand on parle de préparer une image pour impression. Je vais parler de où est-ce qu'on peut faire imprimer nos photos qui a de l'allure, exemple Gosselin versus Walmart, etc., puis les raisons pour lesquelles. Donc, ça sera à revoir dans 2 semaines. Puis, c'est vrai qu'une bonne moniteur de desktop, c'est mieux qu'un écran de portable. Mais on fait avec ce qu'on a. Moi, j'utilise juste mon portable, je fais toutes mes retouches dessus, puis ma calibration est dessus, puis je vis bien avec. Mm-hmm. Effectivement, les portables, tous les ordinateurs, la technologie a changé, puis il y a des portables à toutes sortes de prix. Là. Il y en a à 1 000 il y en a à 4 000 aussi. Fait que les cartes graphiques dans ceux qu'on paye à 4 000 sont meilleures que ceux qu'on paye 500. Moi, il y a juste un point. X-Rite, j'ai un paramètre pour me rafraîchir la mémoire de calibrer mon écran. Et eux ne se rendent jamais à plus que 4 semaines. Tu t'étalonnes juste aux 3 mois. Je trouve que tu n'étalonnes pas beaucoup, moi. Puis des fois, 3 mois, ça ne me tente pas, puis je laisse aller pour 6 mois. Oui, ça doit être paresseuse, mais 3 mois, moi, je trouve ça très long. Parce que ceux qui calibrent, il y en a qui calibrent aux 2 semaines. Là. Oui, moi, c'est vrai, je le sais. J'ai une courbe de tendance sur mon logiciel qui me dit comment mon écran se dégrade dans le temps. Ah oui? Tu dois avoir une meilleure sonde que moi. C'est ça pour toi, Christian? Pardon? Ça marche-tu pour les humains aussi? Non, moi, je me dégrade. Plus qu'on vieillit, moins qu'on se dégrade parce qu'on est déjà rendu à la fin. Non, mais je ne dis pas comme ça. Oh, Christian est parti. Ça fait. Puis la courbe de variation, j'ai été vraiment impressionné avec ce nouveau logiciel-là. Oui, ça doit être. Ça, on peut être maniaque, puis on peut être moins maniaque, puis on a quand même des belles photos. Là. Oui, c'est ça. Mais il y a déjà eu un formateur à un moment donné qui parlait aussi, pas aux semaines, là. C'était comme si tu en fais beaucoup, si tu utilises beaucoup, tu peux aller un peu plus vite, mais il n'était pas comme nécessairement trop serré non plus dans les échéanciers, là, tu sais. Je me souviens plus des noms. La couleur bleue de vos écrans, après 18 mois, c'est la couleur qui a été le plus dégradée. Ta sonde va faire en sorte que ton rouge puis ton vert vont compenser pour ton bleu. Okay. Ça ne vient pas de moi, là. Ça vient des professionnels qui font de la coloration de film. Dans 18 mois, eux autres, ils changent d'écran parce que le bleu est scrappé. Okay. C'est la couleur qui se dépérit le plus vite. Mais moi, j'ai un écran, ça fait 8 ans que je l'ai payé très cher à l'époque, mais ma calibration fait que mon bleu, qui n'est pas vraiment performant, bien, il calibre les 2 autres pour que j'aille encore un beau bleu à l'écran. C'est ça l'avantage de calibrer. On peut garder nos outils plus longtemps. Puis moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est plus que si vous ne l'avez jamais fait, fais-le. Plus qu'il faut le faire à telle fréquence. D'accord avec toi. Hey, une belle soirée. Encore faire de beau travail. Merci. Merci beaucoup, Amy. Christian, j'ai une question. Attends, Martin, il veut dire quelque chose. Oui. Question technique pour la calibration. On sait qu'on a des paramètres qu'on peut ajuster directement sur l'écran. Donc, contraste, gamma, luminosité, tout ça. Quand on calibre avec une sonde, on fait quoi? Est-ce qu'on met tous ces paramètres-là flat par défaut, puis on laisse la sonde calibrer par la suite? Ou on peut laisser la sonde faire la calibration, puis après ça, on peut changer des paramètres, mettons, de contraste directement sur notre moniteur. Puis, est-ce qu'un empêche l'autre ou est-ce que, c'est ça ma question dans tout? C'est sûr qu'une fois que tu fais la calibration, tu n'iras pas dans tes paramètres de moniteur pour le changer encore. Une fois que c'est calibré, tu vas avec ce qui est calibré.
Christian va te répondre pour l'autre parce que moi, sur mon laptop, j'ai pas façon d'ajuster mon écran comme ça. Mais je suis d'accord avec avec le principe d'Amy. Si tu calibres et tu vas changer tes contrastes, tu as fait une calibration pour rien. Tu ne peux pas faire ça dans ce sens-là. Joue avec tes contrastes, ta luminosité et calibre, puis touche plus à rien. Parce que ça ne te donne rien de calibrer si tu joues après. Mais la calibration va changer les contrastes? Oui. Oui, c'est possible. Moi, là, la différence, je ne connais pas les produits Spyder, là, puis c'est sans doute une très bonne compagnie. Moi, la façon que ça fonctionne, avec ma sonde, j'ai la possibilité de mesurer l'éclairage ambiant et ça va définir mon nombre de chandelles pour mon blanc. Fait que ça, il faut que je le fasse avant de calibrer les couleurs. Fait que moi, il me demande de diminuer ou d'augmenter mon niveau de blanc selon la lumière ambiante de ma pièce pour que j'aille un target 0, si on peut dire. Suite à ça, il va tout évaluer les couleurs avec différentes nuances de pastel très foncé et ainsi de suite. Puis là, c'est moi qui demande d'aller chercher 461 couleurs pour avoir un profil hyper pointu, là. C'est comme ma teinte de gris dans mes cheveux. Là. Il y en a que c'est des blonds, il y en a que c'est des pointus. On voit toutes les nuances. C'est dans ce sens-là. 50 nuances de gris. 50 nuances de gris, tu as raison. André, c'est meilleur. Plus à mes paramètres. Oui, ce Mon qu'il faut. laptop, lui, il y a un détecteur. À toutes les fois que je pars mon ordi, il calibre ma luminosité. Fait que lui, je suis obligé d'aller le réattribuer manuellement pour avoir la même luminosité que lorsque je l'ai calibré. Puis autant mon laptop que mon moniteur calibré, les couleurs sont pas mal semblables. Ça vaut vraiment la peine. Là. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que tu fais ta calibration dans la même lumière ambiante que d'habitude, tu fais tes retouches. En plein ça. Avec Spider X Pro, tu calibres aussi avec la luminosité. Il mesure la luminosité de ta pièce, puis tu ajustes ta luminosité d'écran pour être égal. Oui, avec le Pro, la version Pro fait ça, ma version Express ne fait pas ça. C'est la différence, c'est l'évolution qu'il y a. Mais je n'ai pas vu que tu as dans Spider X Pro un profil comme toi qui te montre la dégradation de ton écran dans le temps. Puis, tu n'as pas 400 pastilles non plus de couleurs. Là. Je ne les ai pas comptées, mais c'est pas cette quantité-là. Je n'ai pas vu nulle part où on pouvait changer la quantité de pastilles de couleurs pour la calibration. Ben ça, je vais t'avouer, Denis, c'est que moi, avant, j'avais le Color Monkey, puis le i1 Studio que tu as amené, Amy, là, ben, c'est le bébé du Monkey. Le Monkey, ils ne font plus, fait qu'ils l'ont remplacé avec le i1 Studio. Oui, c'est ça. Le logiciel qui est intégré avec le Color Monkey ou i1 Studio, il n'y a pas la même chose qu'avec le i1 Display. Le i1 Display, c'est le logiciel, c'est i1 Profiler, et lui, tu peux partir de 24 pastilles à 461. C'est le logiciel qui me l'a permis, ça. Avant, je n'avais pas le contrôle. J'en avais une centaine peut-être que je me souviens par cœur. Ça, c'est une question de logiciel. Ce n'est pas une question de ta sonde n'est pas capable de le faire. C'est le wizard, comme Amy disait, qui va gérer ton profil. Puis c'est ce qui est le plus important. Une fois que c'est parti, tu le laisses aller, puis ça se fait tout seul. Ton chat me fait sourire, Francine. Il est beau, hein? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si c'est possible avec Gosselin d'avoir des profils ICC pour certains de leurs types de papier? Y a-t-il déjà quelqu'un qui l'a demandé? Ou, Mettons, je vais leur demander, puis dans 2 semaines, je vais vous ramener les informations. OK. Mais c'est sûr que si c'est quelqu'un qui va l'avoir, c'est Gosselin, pas Costco ou Walmart. Non, c'est sûr. Ben, ça pourrait être intéressant pour les photos qu'on fait imprimer pour nos visionnements internes, pour qu'on puisse faire du proofing à l'écran, pour qu'on puisse savoir comment ça va sortir. On prend toujours le même type de papier, on fait toujours imprimer au même endroit. Fait que s'ils pouvaient nous sortir, quitte à le faire juste pour nous autres, ils doivent être équipés pour le faire. Ils pourraient nous fournir, puis on pourrait s'amuser un peu avec ça, puis on aurait des résultats constants là, pour nos concours. Je vais m'informer. Bonne chance. Bonne chance. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, puis c'est là que je me suis acheté une imprimante parce qu'il n'y en avait pas de profil à l'époque. J'espère qu'il y en a un. Bonne chance. Puis l'autre chose que je ne sais pas pour Gosselin, c'est s'ils font des retouches avant qu'ils impriment. Comme il y a des compagnies qui vont faire un ajustement avec tous les fichiers selon le logo. Ils ont fait. Tu dis non? Moi, je dis oui.
Ah non, eux autres, ils ont un profil générique pour la production de masse, puis ils vont dans la moyenne des teintes, puis ils shootent ça. Moi, là, je corrigeais une photo, il disait, pas de problème, Christian, on va te la refaire. Il me la chargeait. C'est moi qui payais son analyse, puis sa façon d'apprendre à imprimer. Fait que moi, je le trouve moyen, mais on parle, ça peut être très bien. Ton imprimeur de Toronto m'intéresse, mais je ne peux pas y aller, je ne suis pas professionnel. Ça, c'est le monde qui est vraiment touché, là. Ça, c'est pas mal le fun, ça. Ben, d'après moi, tu as un site sur 500px, puis tu fais un beau petit logo sur tes images, ils vont te prendre. Ouais, chez Gosselin, ils font des corrections automatiques. Mais moi, souvent, quand j'envoie des photos, je le mets tel quel, sans correction. Fait que ça sort, moi, ça me satisfait. Là, je me dis, je traite l'image de mon côté, puis je leur envoie en disant, faites aucune correction sur l'image, puis elle sort, pas parfait, là, mais disons, assez proche de ce que je leur soumets. Là. Fait que, moi, dire, pour l'instant, je m'accommode de ça. Là. D'accord. Avec toi, André, Yvan Cassette, à un moment donné, lui, il a une recette, quand il imprime chez Gosselin, son output, il fait en sorte que son imprimé correct. À l'écran n'est pas beau, mais lui, il a eu assez. Il les a toffés assez longtemps pour avoir une recette qui marche. Moi, je me suis découragé avant. Mais moi, je pourrais dire que, dans le fond, pour les photos du club dans les concours thématiques qu'on a fait imprimer, la première fois, j'ai écrit « pas de correction ». Comme je fais pour les miennes, pas de correction, parce que moi, je les ai mis assez clairs, assez foncés, etc. Quand ils sortent en général, c'est à mon goût. Mais là, cette fois-là, il était vraiment foncé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les débuts là, des discussions en petits groupes. Là. Mais des fois, les photos, c'était complètement différent de ce qu'il y avait à l'écran. C'était foncé, on ne voyait pas, les noirs étaient bouchés ou des choses de même. Donc, après ça, là, j'ai dit, pour l'analyse, quand les photos sont trop foncées, c'est peut-être pas tout le monde qui a un écran calibré. Donc, j'ai dit, là, si tu vois, elles sont trop foncées, j'ai dit, éclaircis-les. Puis ça s'était amélioré pour la notion de regarder quand on discutait les photos. Fait que maintenant, je leur dis, si t'en as qui sont foncés, trop foncés, remonte-les pour qu'on puisse voir, être capable de discuter de ces photos. Parce qu'il y avait trop de grosses différences. Donc, peut-être que oui, ils font des changements en masse pour les gens qui disent rien, puis que la photo elle ressort trop pas belle, parce que, dans le fond, si elle est trop foncée, eux autres, c'est leur avantage que la photo elle soit visible, que ce soit beau un peu pour le client, là, tu sais. Mais si nous autres, on fait nos corrections, là, qu'on ne les veut pas, qu'on ne veut pas qu'ils modifient, on le dit. Je vous promets que je vais jaser avec eux autres pendant les prochaines 2 semaines, puis je vais demander des précisions selon s'ils ont des profils ICC pour leurs imprimantes puis leur papier, et s'ils font des corrections de couleur automatiquement ou non. Okay. Je vais vous revenir avec ça. Bon, on espère de vous voir dans 2 semaines pour la suite. Merci. D'accord. Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Reste de la soirée. Très intéressant. Bye bye. Ouais.